Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une luminosité dégueulasse pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à One Night Stand 2008. Et sans plus tarder, je vais directement commencer à vous parler du premier match. Donc Jeff Hardy bat Umaga dans un bon False Count Anywhere match que je connais plus que bien. Je pense que c'est entre la 5 et 10e fois que je regarde. C'était l'un des matchs qui m'avait le plus marqué à l'époque, déjà de par sa stipulation. Et puis très vite, les deux hommes se retrouveront dans les escaliers de l'arena où Jeff va slider sur la rampe des escaliers pour tout simplement porter un coup de la corde à linge sur Umaga qui était tout en bas des escaliers. C'est vraiment une scène qui m'a marqué, cette scène là, je sais pas pourquoi. Et puis le fameux moment où ils seront à l'extérieur où Jeff va porter une Swanton Bomb du haut d'un camion de production de la WWE sur Umaga qui était par terre sur le béton. Je trouve que le finish à l'époque j'avais trouvé bien fait, mais on voit très clairement qu'il y a un trucage parce que l'arbitre ne va pas faire tout de suite le tomber alors que Jeff Hardy n'a pas bougé depuis la Swanton Bomb. On le voit, il est censé être inconscient. Enfin inconscient, en tout cas un peu groggy. Donc Jeff n'a pas bougé, il est sur Umaga, donc l'arbitre aurait dû faire le compte tout de suite. Sauf que là, on s'imagine bien qu'il y a, je sais pas, peut-être des mousses ou des trucs comme ça pour amortir la chute qui sont enlevés pour pas que ce soit montré à la caméra. Donc je sais pas si vous avez des informations par rapport à ce moment-là. C'est comme la fameuse fois où Jeff Hardy saute sur Randy Orton depuis les échafaudages. Je me doute bien qu'il y a un truc qu'il y a une sécurité qui est mise en place pour que Jeff Hardy ne soit pas blessé, parce que, et puis encore, j'allais dire au contraire de Shane McMahon qui saute 2 fois depuis le haut de la cage, là, il y a quand même beaucoup de coins, beaucoup de choses qui ne sont pas plats. Donc je me dis, il y a forcément une sécurité qui est mise en place, donc si c'est pas le cas, ou même si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai vraiment envie de savoir s'il y a un truc, parce que même moi, encore une fois, au bout de 12 ans, je ne suis pas au courant. Et concernant ce match-là, le seul défaut, en fait, c'est le temps du match, qui n'est pas génial, seulement 9 minutes. Deuxième match, le Big Show bat Tommy Dreamer, John Morrison et CM Punk, et Chavo Guerrero, dans un excellent Singapore Cane match. On pourrait presque dire c'est un Ken Dusty on a pole, qui est de toute façon bien meilleur que le Bayley Alexa Bliss qu'on avait eu l'année passée. C'était à Extreme Rules 2017 si je dis pas de bêtises. Mais bref, Big Show, de par sa victoire, va devenir challenger numéro 1 au titre de la ECW de Kane au prochain pay-per-view qui était Night of Champions 2008 je crois. Et j'ai marqué que ce match est une dinguerie, parce qu'il y a des spots partout, il y a un rythme incroyable. Non, vraiment, j'ai trouvé ce match totalement fou. Tout le monde se rue d'ailleurs au début du match sur le Big Show, au point que Miz et Bam Neely vont intervenir plus tard dans le match, parce que Big Show domine bien sûr tous ses adversaires. Il faudra même plusieurs minutes pour que Show soit vraiment mis à terre. Comment ça arrive? On a le Big Show qui veut prendre des escaliers pour les balancer sur le Miz qui est, bon, ça se passe avec Sarah Ring, mais vous voulez balancer sur le Miz qui était posé contre la barrière d'insécurité, comme disent si bien Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et Morrison va lui faire une sorte de dropkick dans les jambes, et Big Show va perdre équilibre, va faire tomber les escaliers et va tomber dessus. Il va y avoir petit botch à ce moment-là, parce que Big Show va s'ouvrir, je crois, l'arcade sourcilière, si je me souviens bien. Donc c'est un botch, comme je l'ai dit. Puis ce sens, ça va vraiment le rendre fou. Il s'en suivra l'une des plus grosses destructions à la WWE. Show va vraiment tabasser tout le monde. Que ce soit Bam Neely, que ce soit le Miz, que ce soit tous ses adversaires, et va faire le tomber sur Tommy Dreamer après l'avoir totalement démonté au centre du ring. Seul le temps, à mon sens, fait défaut. C'est vraiment le seul défaut que je vois à ce match-là, c'est qu'il dure à peine 8 minutes. J'aurais mis le double. Au moins, ça méritait, parce que le match était vraiment très très clairement excellent. Troisième match, John Cena bat JBL dans un First Blood match sans enjeu, mais qui est quand même plaisant à regarder. D'ailleurs, je crois que c'est le tout premier First Blood que j'analyse sur la chaîne. Mais en fait, ce que je trouve d'un peu décevant, c'est que je m'attendais à un peu plus de brutalité et un peu plus de rythme. Vous allez me dire, oui, mais toutes les stipulations ont un défaut. Comme par exemple le Steel Cage match, il met du temps avant d'escalader, il pourrait courir vers la cage pour l'ouvrir et sortir. Il y a des défauts dans toutes les stipulations. Et là, en fait, comme pour les I Quit match, ce que je trouve dérangeant, c'est que ça casse le rythme. À chaque fois, l'arbitre va vérifier l'état de santé du lutteur attaqué. Et je trouve ça chiant, en fait. C'est normal, hein, mais c'est chiant, à mon sens. Autre petit défaut, à mon sens, c'est que le finish aurait dû durer plus longtemps. Parce qu'on a John Cena qui fait un STF à JBL.
Et en fait, il va saigner de la bouche directement. Pour moi, le first blood, j'ai vraiment envie de voir quelqu'un qui tabasse et que, comme pour le Big Show, il y a une entaille qui soit faite et que ça saigne. Là, non, c'est trop trafiqué. On voit que c'est pas du vrai sang, forcément. Mais ça me déçoit quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de loin pas d'ailleurs la note maximale pour ce match-là. Quatrième match, Beth Phoenix bat Melina dans le premier I Quit match féminin. Comme quoi, les premiers matchs à stipulation pour les femmes, ça n'arrive pas que depuis 2015. Là, c'était déjà le cas pour 2008. Et le match, à mon sens, il est plus un submission match qu'un I Quit match parce qu'il va durer 9 minutes. Mais en fait, il n'y a que des soumissions. Il n'y a aucune, comment je pourrais dire ça, aucune brutalité qui pourrait nous faire croire que c'était un I Quit match. Moi, j'ai par exemple en tête le I Quit match entre Matt et Jeff Hardy à Backlash 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Backlash 2009 ou Extreme Rules 2009, je sais plus. Je sais plus quel pay-per-view a suivi WrestleMania 25. Mais bref, là, c'est vraiment plus un submission match. Et ça me dérange en fait, parce que je suis pas rentré dans le match. Et encore une fois, c'est deux très très bonnes lutteuses qui méritaient un peu plus. Et Beth Phoenix fera abandonner Melina sur l'une de ses meilleures prises de soumission. Mais en fait, on n'entendra pas réellement Melina abandonner en fait. On s'imagine plus qu'elle a tapé qu'elle a dit I quit. Normalement, l'arbitre arrive avec un micro, mais là, il n'y a rien. C'est tellement discret. Peut-être pour la protéger vu que c'était la face. Enfin bref, et j'ai pas été emballé par ce match-là. Deuxième match, Batista bat Shawn Michaels dans un stretcher match assez intéressant. Je me demande si c'était pas le tout premier à l'époque à la WWE. Alors ça, j'en suis pas sûr du tout, mais en fait, ils l'ont tellement expliqué longtemps que ça me donne l'impression que c'était le tout premier. Et dans ce match-là, en fait, Shawn Michaels se fait littéralement botter le cul pendant plus d'un quart d'heure. Batista, il sera vraiment jamais mis en danger et c'est ce que je trouve dommage en fait. On peut s'attendre à ce que Shawn Michaels ait un petit sursaut, un petit regain d'énergie qui puisse le remettre un petit peu dans la course pour ce match-là. Et en fait, pas du tout. Par contre, le côté intéressant du match, c'est les quelques apparitions de Chris Jericho pour remotiver Shawn Michaels. Parce qu'à l'époque, on avait eu Shawn Michaels qui avait mis un terme à la carrière de Ric Flair à WrestleMania 24. Batista s'en était mêlé en disant mais t'es vraiment un sombre fils de pute, pourquoi tu fais ça? C'est ton ami et tu as carrément craché à la gueule. Il lui a même dit à l'époque en promo qu'il aurait dû simplement abandonner ou perdre pour lui parce que c'était pas respectueux. Et en fait, il y avait eu un match entre Shawn Michaels et Batista et Shawn Michaels avait simulé une blessure, ce qui avait distrait Batista et Shawn Michaels l'avait battu. Et au Raw suivant, Shawn Michaels avait dit oui, je suis vraiment blessé et tout. Puis quelques Raw suivants, Chris Jericho l'avait invité dans le Highlight Reel. Au début, il l'avait accusé de simuler une blessure. Puis Chris Jericho avait finalement fini par voir que Shawn Michaels était vraiment blessé. Et Michaels avait dit à Chris Jericho qu'il était effectivement blessé. Jericho ne le croyait pas et Michaels lui avait porté à Suchin Music. Donc là on peut se dire, est-ce que Jericho est quand même admiratif de Shawn Michaels ou est-ce qu'en fait il fait un heel turn? Et ces apparitions sont toujours pour remotiver Shawn Michaels parce qu'à chaque fois qu'il intervient, c'est quand Batista est sur le point de finir le match et il ramène, enfin souvent Batista va mettre Shawn Michaels sur la civière. Et que Jericho va l'enlever de la civière et lui dire tu dois te battre, t'es pas comme ça, tu es Shawn Michaels. Donc on sait pas si c'est de l'admiration ou s'il fait ça tout simplement pour qu'il se fasse encore plus péter la gueule. Et finalement on le saura parce que je sais plus si c'est au Raw suivant ou à quelques semaines plus tard que Jericho fera son heel turn sur Shawn Michaels en le balançant tout simplement dans le Jeritron. C'est une rivalité que peu de personnes connaissent et peu de personnes se souviennent. Mais le triangle entre Shawn Michaels, Jericho et Batista en 2008, c'est un petit chef-d'œuvre et ça va vraiment déboucher sur le Michaels Jericho qu'on a à No Mercy 2008 pour le titre poids lourd dans un ladder match. Vraiment, je trouve que c'est un très bon moment dans l'année 2008 et vous verrez que j'ai plus ou moins bien noté ce match-là pour un stretcher match. Je pense que c'est pas le meilleur d'ailleurs que j'ai noté. Sixième match, Triple H bat Randy Orton dans un bon last man standing match pour conserver son titre de la WWE. Ça a commencé presque avec un last man standing match, vu que à No Mercy 2007, Orton avait eu le titre par blessure de Cena, ça avait été donné par Vince McMahon, avait perdu le titre tout de suite après contre Triple H, il avait repris dans la même soirée dans un last man standing match, et là, la rivalité se termine avec un last man standing match. En plus, le match est plutôt cool à regarder parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont utilisés, et puis parce que je trouve qu'un last man standing match c'est toujours cool à regarder. Mais je trouve que le match, d'une part, il est un peu court, mais il manque aussi peut-être un peu d'intensité. C'est brutal, hein, mais on dirait qu'il y a un peu une retenue dans les coups et c'est ce qui m'a dérangé. Et puis, l'un des autres défauts, c'est peut-être le finish, qui est très correct à mon sens, parce qu'on a Triple H qui va donner un coup de massue dans la tête de Orton. Donc forcément, c'est normal que le match se termine sur un coup de massue, veut dire tout le monde se reçoit ça et personne ne peut se relever au bout de 10 secondes. Mais en fait, le selling d'Orton laissait penser qu'il allait se relever et finalement pas.
Puis après le match, on voit que Randy Orton s'est blessé à l'épaule en retombant à l'extérieur du ring au milieu du match. Donc je me demandais justement si le match n'avait pas été écourté à la suite de cette blessure. Et si cette fin avait été improvisée comme ça. Je ne sais pas si vous avez encore une fois une explication pour ça. Mais je ne sais pas si le match a été écourté. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon le match il est cool comme je l'ai dit. Mais il y a quand même plusieurs défauts comme je les ai cités. Et enfin le main event. Edge bat The Undertaker pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd dans un énorme TLC match. La stipulation préférée de Edge. Et Undertaker, selon la stipulation, doit quitter la WWE. Mais je vous rassure, de toute façon, si vous avez suivi ça assez récemment, la WWE, quand je dis ça, vous savez que l'Undertaker n'est pas vraiment parti en 2008. Mais ce match, je trouve qu'il est incroyable, qu'il est rempli de spots plus brutaux les uns que les autres. Déjà, juste pour vous dire, il y a 8 tables qui ont été fracassées en tout et une échelle. C'est quand même pas mal. Le seul défaut en fait qu'on peut lui donner, c'est le selling, ou plutôt la prévisibilité des prises. Comme par exemple, on a Edge qui place 2 tables l'une sur l'autre, puis il va monter sur l'échelle, mais avant de monter sur l'échelle, il va placer l'échelle juste pour qu'on nous montre que l'Undertaker va venir et va faire un last ride sur Edge à travers les 2 tables. Enfin, des fois c'est obvious, on se dit mais putain qu'est-ce que c'est anticipé, tout le monde le voit quoi. On se le sait clairement d'avance. Ou alors tout simplement quand l'Undertaker placera l'échelle juste avant le finish, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va venir, en l'occurrence Edge, et qui va le pousser sur les 4 tables qui étaient mis vraiment, donc 2 superposées les unes sur les autres. Donc ça fait une. Donc elles sont vraiment toutes collées les 4. Et on sait très bien que l'Undertaker va tomber. Pourquoi? Parce que l'échelle, enfin l'Undertaker n'a pas placé l'échelle au centre du ring. Donc on se doute bien qu'il ne va pas chercher la ceinture. C'est pas logique je trouve. C'est le seul défaut que je peux donner à ce match-là. C'est beaucoup trop téléphoné, mais ça n'a tout simplement pas fait baisser la note de ce match-là, parce que ça reste un 10 sur 10 pour moi, c'est indéniable, ce match il est tout simplement exceptionnel, et ça clôture ce pay-per-view d'une manière magistrale. Voilà, donc je vous laisse avec les notes de ce pay-per-view. Donc le match pointé de la WWE, comme vous le voyez, a eu un 7,5 sur 10, tout comme le Batista Shawn Michaels et le JBL John Cena. Et les 2 meilleurs matchs, forcément, c'est le TLC avec un 10 sur 10 et le Singapore Kane match avec un 9,5 sur 10. Et vous le voyez, la note finale se monte à 8 sur 10. Voilà. Tout simplement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et un petit like, vous savez que ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.